Can Bucks take flight? Ridiculous! Where else can a Maverick run the Wild West? Three-pointer. Bang! It's good! Where else is gravity an option? Oh my goodness! And you'll fit me as fire as your gang. Where else can a king wear 4 crowns? And a whole league that looks to take the throne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour ce talk show, ce podcast, le podcast du dimanche, devrait-on dire, le retour du classique Total Africa NBA, ce talk show, ce podcast dans lequel on fait le point sur l'actualité des joueurs d'origine africaine en NBA. Et pour ce jour, on a un programme assez costaud, plein de choses à voir. J'espère qu'on aura assez de temps pour tout balayer. Mais en tout cas, on va se faire l'effort de parler du plus important, en tout cas pour ce qui est de ce sujet. On n'hésitera pas non plus à faire le point aussi sur l'actualité de l'NBA, puisque là, avec les matchs, les dizaines de matchs qui se sont enchaînés, on peut déjà avoir un petit aperçu. Des forces. En tout cas, on va pas faire les prophètes ce soir, mais en tout cas, on a déjà un petit aperçu des forces et des forces en présence, des équipes qui se sentent plutôt bien, celles qui se sentent un petit peu moins bien. On fera le point là-dessus en fin de podcast. Avant d'annoncer le programme en tant que tel, on va commencer par accueillir nos invités, les panélistes du parquet de la radio off, le doc ONP qui est avec nous depuis Angers. Le doc, bonsoir, bienvenue dans Total Africa, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, fin de semaine calme. Tu te sens un peu plus en forme que Pascal Siakam? En tout cas, ça dépend. Je pense qu'à son niveau, il a été plus en forme. Ouais. J'espère pour lui. J'espère pour lui que c'est une passe de grands joueurs. C'est une mauvaise passe que les grands joueurs connaissent. Ouais, j'espère véritablement que c'est le cas, mais le doc, je dois t'avouer que j'ai de grosses craintes. Moi, ma crainte intérieure, elle est beaucoup plus forte. En tout cas, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure et tu me diras ce que tu en penses. Bien entendu, tu vas me donner aussi ton avis sur cette situation assez critique du Camerounais. Voilà, vous l'avez compris, j'ai parlé de Pascal Siakam et des Raptors de Toronto. On va globalement, ce sera le gros dossier de ce podcast dans Total Africa NBA. On fait le point sur la situation de Pascal Siakam et on est allé un peu fort. En tout cas, moi, j'y suis allé un peu fort puisque c'est moi qui sors un petit peu les sujets. Le doc, tu connais un petit peu cette habitude que j'ai de titiller les panélistes avec mes questions à dessein, on va dire ça comme ça, puisque je pose la question claire: est-ce que l'on peut dire que Pascal Siakam est arrivé à ses limites avec les Raptors de Toronto? Est-ce que Pascal Siakam est arrivé à ses limites avec les Raptors de Toronto? C'est une vraie question parce que je vais d'ailleurs vous poser quelques arguments tu me diras ce que tu en penses, Doc ONP. Il y a Missy qui va être avec nous tout à l'heure. Elle s'est connectée. Elle vient de rentrer. Elle m'a dit qu'elle va se poser. Le temps qu'elle se pose, elle nous fera signe tout à l'heure. Donc, le gros dossier Pascal Siakam.
On va se poser la question de pourquoi la méforme du Camerounais, qui est bien entendu en relation avec la méforme de son équipe. On rappelle que le basket c'est un jeu d'équipe, donc on va un peu faire le point sur les Raptors de Toronto en ce début de saison. Ensuite, on va parler de bonnes choses plutôt. On va être positif. On va parler on va parler des Sixers. Le Doc One P, les Sixers de notre cher Jojo National qui brille. Hein, Joel Embiid qui a retrouvé des couleurs et ça fait plaisir. Et on va faire le point là-dessus. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Voilà, donc on va aller dans deux tendances, une tendance à la baisse et une tendance à la hausse. On va dire ça comme ça. Et dans la troisième partie de ce talk show, on va analyser la semaine africaine en liaison avec l'actualité des performances des équipes NBA dans le classement global. On regardera le classement global, on analysera les différentes équipes et on fera un peu le point sur les performances des joueurs africains, les joueurs d'origine africaine qui y sont, qui y jouent. Voilà, on va dire, voilà. Le Doc One P, qu'est-ce que tu en penses du programme? Ça va, non? Oui, c'est propre. Ok, super. Allez, les amis, on va donc enchaîner avec le premier sujet. Le premier sujet, les amis, avec Pascal Siakam. Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. On pose la question, est-ce que Pascal Siakam a atteint ses limites avec les Raptors de Toronto selon vous? On va d'abord commencer. Alors, on va revenir déjà sur, pour ceux qui ne se souviennent, pour ceux qui sont un petit peu à la traîne concernant, bien entendu, la situation des Raptors de Toronto. On rappelle que les Raptors sont à une victoire pour 4 défaites. On rappelle que les Raptors de Toronto ils sont très très bas. Alors il y a 8, je suis du classement là, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ils sont à la 13e place. La 13e place du classement de la conférence Est avec une victoire et 4 défaites. Ce n'est que le début bien entendu, mais c'est quand même important de le préciser. On rappelle que la situation des Raptors est l'une des pires situations qu'on n'avait pas vues depuis la saison 2005, quand même. Donc ça fait un moment qu'on n'avait pas vu les Raptors aussi mauvais. Voilà, je vais le dire tel que La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Je continue. Voilà, je continue. On avait une petite coupure avec un petit souci de connexion, mais voilà, on enchaîne. La connexion est pas terrible, mais on va enchaîner. Donc, je disais que on va donc faire le point sur les Raptors de Toronto et je parlais donc du pire départ des Raptors depuis 2005, une victoire pour 4 défaites pour ce début de saison. On va écouter Pascal Siakam. J'ai prévu ça. On va l'écouter et ensuite on va enchaîner. Avec quelques analyses. On va écouter parce qu'il n'y a pas que nous, puisqu'il y a certains analystes qui se sont penchés sur le cas de Pascal Siakam et il y a même déjà c'est pas des rumeurs, mais il y a certaines voix qui commencent à se soulever du côté des haters qui disent voilà, il faut penser à trader le Camerounais tout simplement. Ça va très loin, donc c'est pour vous expliquer un peu le niveau d'importance de cette situation avec Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. On commence par écouter Pascal Siakam et ensuite on va enchaîner avec notre analyse. On va enchaîner avec notre analyse et bien entendu, on va écouter aussi un YouTuber. Voilà, on va écouter un YouTuber qui parle qui précise que ce qu'il a envie de voir, c'est Pascal Siakam sur le banc tout simplement. Voilà, il mérite pas d'être sur le terrain avec son gros contrat à 31 millions de dollars. On va écouter ça. Commençons par écouter Pascal Siakam. Le doc, je vais mettre le son assez fort pour que tu puisses écouter Pascal Siakam. Hein. Allez, on écoute Pascal Siakam
Et Pascal Siakam qui c'était juste pour vous rappeler le contexte, c'est le contexte de l'interview d'après-match avec suite à la dernière défaite des Raptors face aux Pelicans. On rappelle aussi que c'est dans cette interview vous allez écouter aussi notre partenaire de l'Express Canada, Mike Laviole, qui lui interviewe Pascal Siakam en français. Donc 2 questions en français dans cette interview, ça fait plaisir. On va écouter Pascal Siakam et on revient pour commenter, donner un petit peu notre analyse de ce que l'on voit du jeu du Camerounais et des Raptors depuis quelques semaines. On écoute Pascal Siakam. All right, Pascal, thanks for joining us. Can you hear me okay? All right, with Josh Stillman from TSN. Hey Pascal, thanks for taking the time. What are these last few? Je vérifie avec le doc ONP si le son ça va, le son ça va, ça passe bien? Oui. Ok, super. Oui, ça va. Ok, super. On continue à écouter l'interview de Pascal Siakam. Days been like for you? What was your reaction the other day when you heard the news that you wouldn't be playing against New York, and did you understand why the team was making that decision? I just think that, when I said about that, we talked to the team, talked to, Bobby, Matai, everybody, my teammates, I think we just want to continue to move forward, talked about it, and we just want to, trying to figure out a way to continue to win. We're a winning team, and losing is unacceptable. And I think that's what we focus on right now, just continue to get better as a team. And for me, everything was talked about and move forward. Voilà, Pascal Siakam je mets juste un stop pour qu'on interprète un petit peu ses dires, puisque là on lui a posé la question concernant l'incident. On va pas appeler ça un incident, mais on rappelle qu'il a été benché par son coach suite au match face aux Sixers. Voilà, c'est le match face aux Sixers. Il n'avait pas été exclu du match, mais à la fin, lorsqu'il a été mis sur le banc, il a quitté le banc alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il avait rejoint le vestiaire. Il était frustré, puis il avait rejoint le vestiaire. Le doc, tu t'en souviens, non, de ce moment-là face aux Sixers, non? Oui, effectivement, oui. Voilà. Donc par la suite, il a été benché par son coach Nick Nurse et on lui a posé la question de s'expliquer un peu concernant cette situation, comment est-ce qu'il a vécu ce moment. Donc il a expliqué globalement qu'il en a discuté avec ses coéquipiers et que c'est vrai que étant avec cette habitude qu'ils ont d'être une équipe toujours gagnante, une équipe toujours avec la victoire en ligne de mire, c'était difficile pour lui de digérer cette situation. Il en a discuté avec ses coéquipiers et ils ont décidé bien entendu d'aller de l'avant, de ne pas s'arrêter à ça et d'avancer. On écoute Pascal Siakam. Playing with joy, that you weren't doing it as much in the bubble, that you're trying to do that more now, rediscover that joy. Obviously, it's a lot easier to do that, not just for you, but for anybody when you're winning and you're playing well and things are going well. How much more difficult is it to find that balance, to play with joy when things are kind of frustrating and not going the way that you want them to be going? Yeah, it's definitely tough, and I think that's the toughest part of it. Just being out there and when you're not winning, obviously it's hard to be out there and smile and be happy. I just think that for me, it's focusing on the little things to continue to do that at the highest level possible. And I just think that once we start winning in some games and get good, a lot of good minutes together as a team, playing solid on defense and getting stops, running, things like that, everything will go back to normal. But I just think that again, for me, it's just focusing on the little things and continue to get better at those things every single day as a team and individually. Ce petit point où Pascal Siakam, on l'a interviewé sur ce qu'il avait déjà précisé en début de saison, notamment lorsqu'il avait exprimé le fait que pour lui c'était important d'être heureux quand il est sur le parquet. Pour lui c'est important d'être de bonne humeur, d'être heureux, et il allait se focaliser là-dessus, être le plus heureux possible, avoir la pêche, on va dire ça comme ça, pour être
pour être motivé et faire ce qu'il faut sur le terrain. Et on lui a demandé donc comment est-ce qu'il vit cette situation avec les défaites qui s'enchaînent. Il a dit voilà, c'est difficile, c'est pas évident. Voilà, il faut qu'il essaye de trouver les petites choses qu'il va mettre, les petites choses à faire sur le terrain pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et puis il a précisé qu'au fur et à mesure que les victoires vont s'enchaîner, ça ira beaucoup mieux. On continue d'écouter Pascal. Thanks, Pascal. Appreciate it, man. We're going to go next to Doug Smith from the Toronto Star. Pascal, thanks for stopping by. Appreciate it. Nick was just saying that tonight, especially, that every time the whistle went, referees seemed to look for number 43. Are you feeling not maybe persecuted or a little bit frustrated by the calls that now in 2 games in a row have displayed by? Of course, you want to be on the floor. Like I'm trying to be on the floor. I'm trying to play. I think it's just felt like every second, I was out of the game and things like that. And for me, just being somebody also that's an offensive player and that drives on the other side, I can understand, what a foul is and things like that. I just feel like I don't know. I got to watch the film. Try to get better on my side, making sure that I don't get into a situation. But at the same time, it's like it just feels like, man, like you drive on the other side and on the other side touching somebody it's a foul. I mean, Je crois que vous avez un petit peu compris le Doc One Piece. Je crois que tu as aussi compris cette partie-là. Le journaliste qui lui pose la question, il dit voilà, à chaque fois que tu es sur le parquet, on a l'impression que les arbitres ils ont la ligne rouge visée. Il y a une cible sur le numéro 43 sur le terrain. Chaque fois que le numéro 43 sur le terrain touche un adversaire, il y a faute. Est-ce que tu te sens persécuté par les arbitres lorsque tu es sur le parquet? C'est vrai que Pascal Siakam a accumulé beaucoup de fautes lors de ses derniers matchs. On rappelle que sur les 3 dernières rencontres, Pascal Siakam n'a pas terminé ses matchs. Sur le dernier match face aux Pelicans, il a été exclu pour 6 fautes. Je sais plus à quelle période. Il faudra que le doc peut-être me rappelle. Si tu t'en souviens, le doc, tu me rappelleras. Face aux Knicks, il a été benché. Face aux Sixers, il a aussi été exclu pour 6 fautes. Donc Pascal Siakam me dit voilà, j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu persécuté par les arbitres. Dès que je touche un joueur, il y a faute, etc. Donc c'est un peu compliqué. Tu te souviens à quelle période il a été expulsé face aux Pelicans, Doc? Je me souviens plus. C'est à quelle période? Déjà au début du 4e quart-temps, un truc comme ça. Oui. Parce que je sais que le problème, c'est que plusieurs fois, il s'est retrouvé à devoir stopper Zion qui attaque terriblement. Oui. Et les fautes, quand j'ai vu le match, les fautes que Pascal elles y étaient. Il y a même certaines qui n'étaient pas nécessaires. J'en ai que en souvenir. Ça, c'est je crois que c'est aussi ce qu'il a dit dans ce moment-là. Il dit voilà, il y a des moments de jeu où il pense que l'arbitre exagère clairement. Donc il se dit voilà, il se sent un peu persécuté sur le parquet. Voilà, il y a une cible. Les arbitres ont une cible sur le dos sur le numéro 43 lorsque le numéro 43 est sur le terrain, et il a vraiment cette impression-là. On continue d'écouter Pascal Siakam. Figure that out, watch film, do whatever I can, but it's definitely frustrating. Does it change the way you have to play? I mean, obviously, if you have 2 fouls in like 2 minutes, in the first half, like that's kind of tough. Being aggressive and wanting to do things a certain way, and you want to kind of like not want to get a third foul or whatever. You got to be smart or whatever the case might be. But I just feel like it's tough when there's not. Like when there's a foul, like you want to really feel like you're fouling somebody. Il dit c'est dur de jouer sur le parquet lorsque vous avez 2 fautes en 2 minutes. C'est compliqué, donc il faut trouver des solutions, mais c'est pas évident. Great, thanks, Pascal. Appreciate it as always. More for you, P. First one's going to Michael Grange from Sportsnet. Hey, Pascal. Kind of the other side of that equation is yourself getting to the line and the team getting to the line. I think you got there twice tonight. It's been about 6 times for the season for you personally. What can you do as a group and individually to get those easy points at the free throw line? You saw New Orleans had like 28 attempts in the 4th alone. So that's a great question. Like I don't know. I'm trying to figure that out. And for me,
again, I watch a lot of games, and I watch other teams, and I watch things, and it's just tough. It's just tough when you go out there and you don't feel like you're getting the whistle or whatever the case might be. But again, got to finish through contact on my part, continue to get better at that, being strong at the rim, and again, I don't control the whistle. I don't know what's happening there, but for me, I just gotta look at myself and find a way to get better at finishing at the rim, and even when you draw 2 people, making the right pass. Thanks, Pascal. Appreciate it. Happy New Year, by the way. Thank you. Final question is going to go to Mike from the... On va écouter notre partenaire Mike Laviole de l'Express Canada. Les questions en français. Je voulais te demander par rapport aux nombreux lancers francs qui ont été donnés aux adversaires ce soir, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était sur certains moments impossible pour vous de défendre? Ouais, c'était un peu dur, compliqué de pouvoir, parce que pour moi, en fait, toute cette faute et tout ça, ça te donne pas, ça t'aide pas en fait dans le rythme du jeu et tout ça. Donc c'est vraiment difficile quand tu sens que c'est d'un côté en fait. Et pour nous, on doit continuer à voir comment être meilleur en défense, et peut-être certaines choses certaines choses qu'on ne peut pas faire et tout ça. Donc on va essayer de voir le film et essayer d'être meilleur, mais pour nous c'est compliqué quand l'adversaire a si beaucoup de free throws. Très bien. Et à toi, à titre personnel, on a vu que ta finition au panier, elle n'est pas encore revenue. Selon toi, qu'est-ce qui te manque vraiment pour retrouver ce don que tu avais de finir facilement au panier? Moi, je pense que c'est continuer d'attaquer, et essayer de faire ce que je peux pour arriver à l'anneau. Et puis, bon, la plupart du temps, il y a 2-3 personnes à l'anneau quand tu drives. Donc, essayer de passer le ballon quand il faut. Et puis, quand j'arrive là, et juste finir les forces. Merci beaucoup Pascal et bonne année. Voilà, on est arrivé à la fin de cette interview de Pascal Siakam. Je crois que vous avez pu comprendre, vous avez compris. Enfin, je ne vais pas revenir sur les 2 questions en français puisque vous les avez entendues. Vous avez entendu les questions et les réponses. Et on va plutôt attaquer notre ressenti par rapport à la situation de Pascal Siakam. Je commence par la mienne. Je vous explique clairement moi mon ressenti par rapport à Pascal. Le doc, tu m'entends? Tu m'entends le doc? Allez, donc je te donne vite mon ressenti clair par rapport à Pascal Siakam. Moi, clairement, je vais pas mâcher mes mots. Je reviens toujours sur la question que j'avais, sur le sujet. Voilà, le sujet que j'avais posé sur la table Doc ONP lors de la fin de la saison dernière, où je posais la question: est-ce que Pascal Siakam est-il véritablement un franchise player à l'image d'un certain Kawhi Leonard qui a joué à ses côtés, avec qui il a gagné un titre. Lorsqu'on avait posé cette question, on avait tous répondu par la négative. Je pense, il me souvient. En tout cas, la majorité des panélistes qui étaient présents avaient répondu par la négative. Et les éléments, ce que je vois me pousse renforce plutôt pour moi cette impression. Pascal Siakam est un joueur qui a besoin de joueurs d'élite, en tout cas à différentes pièces clés de son équipe pour être à l'aise. On commence par le côté intérieur tout simplement, puisque le Doc ONP, tu le sais, les Raptors ont perdu 2 pièces clés de l'apport défensif de cette équipe. Je ne vais pas reparler de Marc Gasol ou alors de Serge Ibaka, qui sont des joueurs avec qui Pascal Siakam avait quand même une certaine alchimie, en tout cas au niveau de l'alchimie défensive. On se souvient lorsque Ibaka et Siakam étaient sur le parquet lors de l'année du titre, c'était quelque chose, c'était du venez voir. Et puis par la suite, Nick Nurse a un petit peu désossé ce duo-là, mais la présence de Marc Gasol à l'intérieur était était plus impactante que celle d'un certain Baines ou d'un certain Allen ou alors d'un certain Boucher qui d'ailleurs a été pas mal lors des derniers matchs, même si on doute encore de son positionnement. Est-ce qu'il est mieux sur le poste 4 ou alors est-ce qu'il est mieux sur le poste 5? En tout cas, ce qui est clair, c'est que Pascal Siakam a du mal à contenir tout seul la défense. Tu l'as dit, le Doc ONP, avec un Zion Williamson en pénétration du côté des Pelicans, c'est pas évident. Donc déjà, il y a ce problème défensif au niveau du collectif, du secteur collectif défensif des Raptors, qui pose problème et qui empêche Siakam
d'être plus à l'aise. Et au niveau de l'attaque, au niveau de l'attaque de Pascal Siakam, j'ai l'impression, le Doc NP, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que le joueur tente plus de tirs que de pénétration. On voit beaucoup moins de pénétration. En tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup moins de la part de Pascal Siakam. J'ai pas l'impression qu'il utilise son avantage de taille aussi efficacement qu'il le faisait, ou en tout cas avec la volonté qu'il avait lors des 2 dernières années. Je reviens à l'année du titre. La dernière fois que le Pascal Siakam avait joué face aux Pelicans, il avait quand même scoré 44 points. Et là, sur ce dernier match, il était à 10 points, 4 rebonds. Il était à moins 16 en plus-minus. Des difficultés à scorer de la part de Pascal Siakam, de la difficulté aussi à varier certainement son jeu, une pression défensive accrue, manque de concentration aussi, je pense, de la part de Pascal Siakam. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je pense véritablement que tant que les Raptors n'auront pas, tant que Pascal Siakam n'aura pas un supporting cast, qui se rapproche de ce qu'il a eu lors de l'année du titre, on aura beaucoup de mal à voir un Pascal Siakam All-Star, on va dire ça comme ça. Je suis très pessimiste dans OneP. Sur tout ce que moi j'ai vu, honnêtement, quand je me pose la question de savoir qu'est-ce qui pourrait permettre à Siakam de se libérer, de jouer à la hauteur de son contrat, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup de mal à le voir être performant sans avoir des coéquipiers qui font le taf, que ce soit en défense dans le secteur intérieur de cette équipe, ou que ce soit à l'arrière avec le secteur le secteur arrière de son équipe. Je ne pointe pas bien entendu Kyle Lowry, qui lui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe, en tout cas pour ce début de saison. Le Doc NP, après avoir entendu tout ce que j'ai dit, comment est-ce que tu as envie de réagir? Moi, je suis très très pessimiste, j'ai beaucoup de mal. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, tant que Pascal Siakam n'a pas un supporting cast de talent, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Le Doc NP, comment tu as envie de réagir? Ouais, j'ai bien écouté un petit peu tout ce qu'il a dit, et une partie de ton analyse qui m'interpelle un petit peu aussi. On est d'accord sur plusieurs points. Il est dans une mauvaise passe, très mauvaise passe, et il n'y a que les grands joueurs qui se sortent de cette mauvaise passe, selon moi. Il n'y a que les grands joueurs, surtout que lui, il a la particularité d'être quelqu'un qui a toujours eu le doute. C'est-à-dire que c'est une belle surprise. C'est-à-dire que de la Ligue, l'année dernière, en plus, il vient confirmer assez violemment, en étant dans le 5 en 30 du All-Star Game. C'est-à-dire le choix du public. Vrai 5 meilleurs joueurs au vu du public. Les joueurs les plus populaires, en tout cas, dans une conférence. Donc, pression s'est accrue. Et la confirmation, comme beaucoup disent souvent, comme je dis, arriver au sommet, c'est faisable, mais y rester, c'est ça le plus dur. Et on a l'impression que les doutes qu'on avait sur sa réelle capacité à être au niveau où il était sont en train de tomber. Et j'ai l'impression que lui-même, c'est pas seulement les gens, parce qu'on va se dire ce sont les gens qui sont haters. Mais j'ai l'impression que lui-même se doute. Arrive en lui. Tu l'as senti dans ses réponses quand même. Il y a ce doute-là. Il n'a pas de réponse. Effectivement, je disais son body language. Le match d'hier, Pelicans, son body language est très inquiétant. Il est très très inquiétant. C'est-à-dire que il n'a pas le body language de quelqu'un qui est confiant sur la suite. Il n'a pas ce body language, même quand il parle. Parce que quelqu'un de confiant dans les conférences doit insister sur le fait que ça va aller, c'est une mauvaise passe. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore connu ça. Quelqu'un qui a déjà connu ça va lui dire oui, ne vous inquiétez pas,
mauvaise passe, l'équipe va sur l'équipe constamment, mettre sur l'équipe et dire oui, l'équipe, nous sommes en pleine reconstruction, voilà, la saison Covid a fait que la bulle maintenant, mais tu sens que lui, il n'arrive même pas à le mettre sur ça et qu'il cherche des réponses. Il cherche vraiment des réponses à son jeu, pas aux questions qu'on pose, mais à son jeu. Maintenant, moi, comme je dis, j'ai envie de voir comment il va affronter ça. J'ai envie de voir comment il va affronter ça parce que c'est un run étranger aux États-Unis. Ils sont encore plus durs envers les étrangers qu'envers les joueurs américains. Et parce que lui, surtout, il y a toujours eu du doute. Certains ont dit non, il est confirmé. Pourquoi vous doutez? Voilà, c'est passé récemment. Le titre, c'était grâce à lui. En grande partie, après Kawhi, c'était le lieutenant. La saison suivante, All-Star titulaire, on a dit bon, les clés de la maison lui sont confiées. Mais ce qui fait que cette pression, les gars ne vont pas le louper parce que beaucoup en ont douté. Beaucoup se sont dit c'est une chance, voilà, il est bien actuellement et voilà. Et tous ceux-là vont tomber sur lui. Donc c'est pour ça que j'espère pour lui qu'il a du caractère. Parce que maintenant, on va pas douter de lui dans le jeu à proprement dit. Parce que son jeu ne peut pas partir comme ça. Un jeu ne va pas, subitement, on va pas dire tout ce que tu faisais c'était du hasard. Non, c'est du travail. Il a beaucoup bossé. Maintenant, est-ce qu'il a du caractère? Je sais pas si tu as vu Van Vliet et Loris sont des joueurs de caractère. Et ça se voit dans leur body language que ce sont des joueurs qui se laissent pas faire. Ce sont des joueurs qui vont pas baisser les bras. Ce sont des joueurs qui savent répondre. Van Vliet était aussi dans une mauvaise passe. Cette début de saison, c'était bizarre, mais Van Vliet prend les choses en main quand il faut. Hier, première mi-temps, il a porté l'équipe sur son dos. Kyle Lowry a sacrifié son corps défensivement sur du Zion, sur des trucs comme ça, sur des gens bien peu costauds. Kyle Lowry a essayé de mettre les tirs. Kyle Lowry, depuis le début de saison, essaye de jouer son rôle de leader. On a douté de lui parce qu'on limite l'année dernière, on a confié son équipe à Pascal Siakam. On a confié l'équipe de Kyle Lowry et les gens se sont rendus compte dans la bulle que non, Kyle Lowry est le leader de cette équipe. Et Van Vliet, qui était 6e homme, qui lui aussi est non drafté, a eu ce rôle de titulaire et a demandé plus d'argent en disant moi je vais l'assumer, cet argent je l'ai beau. Et on voit bien avec son caractère sur le terrain, même quand ça ne va pas, le body language de Van Vliet c'est fonçons, moi je le premier, je vais vous montrer la voie. Mais on a l'impression Pascal lui, même quand il veut tenter des choses dans le jeu, on a l'impression que dans la tête, ça ne suit pas. Moi, c'est ce que j'ai vu. Parfois, il tente des dribbles à chalouper, mais dans son regard, ce n'est même pas on ne sait pas s'il est con même de ce qu'il va faire. Et finalement, il perd la balle. Et quand il perd la balle, il n'y a pas de repli. Il y a d'abord la tête baissée en disant c'est quoi? Tu sens la tête se baisse d'abord. Il y a le dépit avant la réaction. Pourtant, je veux dire, moi, quand je vois les matchs-là, quand je vois les matchs-là, perte de balle de Kyle Lowry, il replie directement avec le visage de putain, je vais me venger, là, à la prochaine action, je vais faire mieux. Il y a ça dans le regard. Et j'ai l'impression que Pascal, actuellement, personne ne peut dire que c'est une mauvaise passe juste dans le jeu. C'est aussi dans la tête. Ça se voit et c'est ça le plus inquiétant. Mais c'est un test. Il va connaître premier grand test pour tout le monde qui veut atteindre les sommets. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par là. Lui, il a juste cette particularité, c'est qu'il n'était pas prévu grand joueur. Et on a là, ce sont des vrais, ils sont attendus, ils ont vécu ça, lui, surprise, qui n'a pas fait l'unanimité. Il n'a pas fait l'unanimité malgré une sélection dans le 5 All-Star quand même. Normalement, ça veut dire que à l'unanimité des voix, tu es là. Mais malgré ça, on se rappelle, beaucoup se disaient, il est juste bien là actuellement. J'entendais que le Canada a voté pour lui, c'est le chouchou d'une partie. Mais rappelle-toi de l'année dernière, dès que ça allait mal, il y avait déjà des rumeurs de fans qui demandaient de le trader après ce qu'il avait fait pour eux. Donc c'est pour dire que il reste, il y a un doute sur lui. Il y a un doute et il faut pas qu'il écoute. Ça va être dur parce que médiatiquement, on sait bien que les jeunes de maintenant et les joueurs ne s'empêchent pas de lire Twitter, de lire ce qu'il y a dans les médias, d'écouter ce qui se passe sur Internet.
sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir qu'il soit fort et qu'il réagisse parce que quand je vois le reste de son équipe, ils sont en réaction et ils donnent ce qu'ils peuvent. Hier, ils perdent certes le match, mais j'ai vu cette remontada, comment Anunoby a mouillé le maillot. Il a du caractère. Je vois Van Vliet qui met cette équipe qui a été championne à un moment donné, était sur le terrain. On a vu le caractère de ceux qui ont été champions là, mais il manquait leur marqueur. Il manquait leur marqueur, leur leader offensif qui est Pascal Siakam. Je te coupe pas, hein. Je te coupe pas. Tu gardes la main. Je voulais juste rappeler un point, c'est que Pascal Siakam, lorsqu'on lui a posé la question en début de saison, on lui a posé la question de savoir sur quoi quels sont les éléments sur lesquels tu as travaillé cet été, parce que le doc, si tu as remarqué, on l'a pas vu. Hein. Il n'y a pas eu d'image de Pascal Siakam. Il a pas donné d'image. Juste, je crois que les seules images disponibles sont sur son compte YouTube. Si vous suivez Pascal Siakam, il a son compte YouTube qu'il a officialisé cette année, hein, Pascal Siakam sur YouTube, voilà, où il montre notamment ses entraînements et son partenariat avec Red Bull. Il y a 3 vidéos là pour l'instant sur son compte YouTube, mais vous pouvez regarder, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, Pascal Siakam, et il parle notamment du travail mental. Il a beaucoup parlé de travail mental pendant cette off-saison. Il a dit que c'est quelque chose qu'ils avaient voulu faire la saison dernière, il y a 2 ans, mais ça n'avait pas pu se faire. Ils l'ont fait cet été. Et malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas les résultats de ce travail mental, parce que c'est juste pour accompagner ce que tu dis, le Doc ONP, on sent véritablement qu'au niveau de la tête, ça ne va pas. Je te laisse continuer, le Doc, et après on va essayer de trouver des solutions. Quand même, il faut quand même qu'on essaie de trouver des solutions pour Pascal. Vas-y, enchaîne, le Doc. Vas-y. Oui, non, mais comme tu dis, c'est mental, comme je disais là, c'est mental, et je vais te dire, ça va pire que ça. Ses coéquipiers vont l'aider parce que ils sont un groupe qui a vécu pas mal de choses fortes ensemble, mais ils peuvent lui dire entre potes, un match comme hier, ils le perdent parce que leur leader offensif Pascal Siakam n'a pas été à la hauteur. Ils ont tous mouillé le maillot à leur niveau. Van Vliet ne pouvait pas faire plus que les plus de 30 points qu'il met. Première mi-temps, il finit la mi-temps à 24 points, je pense, ou 22. Il ne peut pas faire plus. Kyle Lowry a sacrifié défensivement. C'est pas facile parce que l'attaque périphérique de la Nouvelle-Orléans, c'est un peu leur force. C'est-à-dire, c'est un peu leur force, l'attaque périphérique de la Nouvelle-Orléans. Mais Kyle Lowry est parti au charbon, il a provoqué au moins 5 fautes offensives. Zion tombe sur lui. L'autre Ingram tombe. Il était à tous les niveaux, donc physiquement, c'est pas évident. Donc, il a manqué Anunoby a pris près de 8 rebonds, je sais pas, machin, mais il a manqué que Pascal hier pour cette victoire. Donc, et ça s'enchaîne, il y a un mauvais début. Il faut juste qu'ils se disent positivement, ce ne sont pas les seuls à faire un mauvais départ. Pour l'instant, pas mal d'équipes qui sont plutôt mal. C'est pour l'instant dans la fournaise, il y a beaucoup de surprises et tout. Donc, ils ont le temps de revenir. Mais, personnellement, pour te dire, je l'ai dit en début de saison, le Toronto de cette année, j'ai un doute du top 4. Playoff, je pense. Mais encore qu'il faudrait qu'ils fassent bien gaffe parce qu'il y a des équipes, comme on le dit, Atlanta qui sont venues vraiment prendre une des places playoff. Orlando a l'air de ne pas vouloir lâcher. Si Washington commence à se mettre en route avec leurs 2 stars et le retour de leurs joueurs, il faudrait pas que les équipes qui bagarraient pour la 8e, 9e place, c'est-à-dire ces équipes-là, viennent cette saison menacer Toronto pour une place playoff qui leur est attribuée logiquement pour le moment. Mais en tout cas, dans le top 4, pour l'instant, je te dis, après, comme moi, c'est au vu, ce n'est pas sur les résultats, hein. C'est au vu quand je vois le jeu et un peu les physionomies des équipes. Pour l'instant, en tout cas, ils reprendront leur place de favoris, parmi les favoris, quand leur leader offensif va se remettre en route.
c'est donc Pascal Siakam. Essayons de trouver des solutions, le Doc Onpi, par rapport à Pascal Siakam. Si on devait essayer de le coacher, si on était derrière lui, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Qu'est-ce que toi tu lui aurais dit? Moi, j'ai ma petite idée déjà, mais je vais d'abord te laisser t'exprimer. Qu'est-ce que tu aurais dit à Pascal pour essayer de le remotiver, pour lui dire allez, ce n'est qu'une mauvaise passe, vas-y. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Quelle solution tu lui aurais proposé? Phil, je t'avoue que à l'instant, je vais te dire, je ne sais pas si je suis mieux conseillé que Pascal lui-même par rapport à l'expérience. Une mauvaise passe comme ça, je pense que l'entourage est très important. L'équipe, le coaching, c'est très très important. C'est-à-dire que dans une période comme celle-là, on sait bien que la baisse des responsabilités peut le tuer. C'est-à-dire baisser ses responsabilités peuvent le tuer. Il faut tout faire sauf baisser ses responsabilités. Je pense que l'équipe doit continuer à lui faire confiance, continuer à lui donner un nombre de tickets tir offensivement pour lui montrer que il y a toujours la confiance, parce que on sait bien que tomber sur un coach qui, par les résultats, te bench, ce serait la vraie catastrophe. T'as envoyé au banc dans un moment pareil, ce serait la vraie catastrophe. Donc, à l'instant là, pour lui, il faudrait le maximum de confiance, c'est-à-dire que l'entourage continue à lui demander d'attaquer, de travailler sur son body language. Il faudrait qu'on continue, qu'on lise la peur et la confiance sur ses yeux. Moi, je ne la lis pas. Est-ce que naturellement, c'est aussi quelqu'un de passif? Parce qu'on l'a vu dans le passif. Il se passe juste à côté sur le Max 4, si vous voulez faire des petits allers-retours de temps en temps. Et allô? C'est Missy qui est connecté, mais il y a sa télé le son de sa télé. Essaye de couper ton micro et le son de la télé, Missy. Après, J'ai coupé. D'accord. Le Doc, vas-y, et après j'interviens, Missy. Je disais, il faudrait, je sais pas si c'est quelqu'un de timide, on le prenait pour un tueur silencieux naturellement, mais le travail sur son body language doit complètement changer. C'est pour ça que je dis son entourage et son équipe, ils seront pour beaucoup. Parce que c'est un bosseur, on va pas mettre en doute son jeu même, mais je pense que ils doivent le pousser à continuer et surtout à changer son body language. Parce que c'est un body language de défaitiste qu'il a. Même quand tu vas mal, ce qui peut t'aider déjà, c'est ton attitude. C'est ton attitude avec tes coéquipiers. Ça ne va pas très bien pour Van Vliet, mais on voit dans son attitude qu'il a envie et ça commence à payer. Ça ne va pas être terrible pour l'équipe, mais on voit bien certains éléments clés. Les pièces maîtresses, il doit prendre conscience que les trois pièces maîtresses de cette équipe, Laurie, Van Vliet et lui, doivent montrer l'exemple dans leur attitude par rapport aux autres. Donc moi, à part ça, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais j'espère pour lui vraiment que ça va passer au plus vite. Donc je donne rapidement mon avis. Après, Missy va réagir là-dessus. On va te faire intervenir, Missy qui est avec nous pour le podcast Total Africa. Donc pour moi, le Doc One Piece, je vais prendre une partie de ce que tu as dit quand tu as dit que tu espères qu'on va pas lui couper son temps de jeu. Il faut évidemment qu'il ait son temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Mais je pense que quelque part, Pascal Siakam, j'ai l'impression, après vous me direz ce que vous en pensez, j'ai l'impression que Pascal, il doit revenir un petit peu à la genèse de sa motivation intérieure. Pour moi, la genèse de sa motivation intérieure, elle vient du fait que Pascal Siakam, en début de carrière, il tirait sa motivation des stops réussis en match. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si il arrive à réaliser des stops en match, c'est-à-dire à défendre, à se focaliser sur sa défense, ça va un petit peu le libérer sur l'aspect offensif aussi. Parce que remarquez que sur les 5 derniers matchs dans lesquels il a joué, je prends les trois derniers, enfin le dernier et l'avant-dernier, et celui contre les Sixers, il a l'impression d'être persécuté par les arbitres. Bon, forcément, on lui siffle plein de fautes, et puis ça le frustre. Donc je pense qu'il a besoin de cette aisance au niveau défensif. C'est-à-dire je pense qu'il a besoin de sentir qu'il a bien défendu pour pouvoir se sentir, pour pouvoir lâcher les chevaux lorsqu'il est en attaque ou lorsqu'il est en percussion. Donc pour moi c'est un point, il faut qu'il arrive à mieux défendre. Peut-être qu'il a besoin de plus
concentration et de calme lorsqu'il défend. Parce que j'ai bien vu que dans son interview, il a cette frustration d'être sifflé par les arbitres dès qu'il touche un joueur. Donc je crois qu'il devrait essayer de se faire un petit peu oublier, qu'il essaye d'utiliser son intelligence de positionnement en défense pour retrouver cette capacité à réaliser des stops. Ce qui va le motiver à lâcher un petit peu les chevaux en attaque. Et je pense qu'au niveau de l'attaque, je sais pas si Nick Nurse y a pensé, ou il doit certainement y réfléchir, ça c'est sûr. Mais il faut certainement, il lui faut des pick and roll. Il faut qu'il pénètre. Moi, j'ai envie de le voir pénétrer. C'est un joueur qui doit imposer. Il doit s'imposer sur le plan avec sa longueur de bras, etc. C'est un joueur qui doit pénétrer. Il doit provoquer des fautes. Donc je pense que si moi j'ai ces deux éléments là qui me viennent à chaud, ça complète certainement ce que tu as dit, mais c'est un peu ce à quoi je pense que véritablement s'il arrive à bien, c'est difficile de défendre sans Marc Gasol et Serge Ibaka, c'est pas évident, mais je pense que s'il arrive à faire quelques stops, quelques stops en plus, ça va l'aider à garder un petit peu de confiance pour la suite. Le doc qui dit ce qu'il en pense et après Missy qui va réagir sur le dossier Pascal. Oui, peut-être, comme tu dis, il faut qu'il reparte sur les bases, c'est-à-dire d'abord apporter plus les faire. Question de reprendre de la confiance, parce que oui, c'est aussi possible. Parfois, on demande aux gens de repartir sur les bases, de ce qu'ils savent faire. Mais avant après avoir acquis cette confiance, ou bien repris cette confiance, foncer sur maintenant sur qu'est-ce que j'allais dire, après avoir repris cette confiance, maintenant refoncer sur un terrain qu'il connaît. Ce sera un terrain connu, la partie offensive. Donc, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir sur le dossier Pascal Siakam? On se pose la question, est-ce qu'il a atteint ses limites? Est-ce que Pascal Siakam a atteint ses limites? Donc, le Doc ONP, je résume le point de vue du Doc, qui précise qu'il y a le Doc qui a notamment précisé que il y a un souci au niveau de son mindset, au niveau de la tête, ça va pas. Il faut qu'il retrouve la motivation, il faut qu'il soit entouré. Tu l'as entendu. Et puis moi j'ai aussi indiqué le fait que il y a forcément un souci aussi au niveau du supporting cast qui n'est pas performant, parce que lors de l'année du titre il était bien entouré, ce qui n'est plus le cas. Est-ce que le jeu de Pascal Siakam s'adapte moins bien au système actuel de Nick Nurse sans un Marc Gasol, sans un Serge Ibaka? On se pose la question. Missy, comment tu réagis, toi? Il arrive simplement à Pascal Siakam ce qu'il est arrivé à la plupart des joueurs qui n'ont jamais joué dans cette ligue. Même Michael Jordan, ça lui est arrivé. Vous vous souvenez la fin des années 80 là, quand il y avait les duels entre les Détroit et les Chicago Bulls. Détroit, ils ont fait une chose, ils ont obligé Jordan à modifier complètement son jeu. Jordan a dit, vous me ciblez, vous êtes sur moi, maintenant quand je vais venir face à vos yeux, vous n'allez pas me voir. Quand vous regardez, je prends juste l'exemple là. Quand vous regardez un match de Jordan, un match où Jordan joue, vous avez intérêt à ne pas être distrait, parce que quand dès que vous tournez l'œil, vous ne voyez pas à quel moment il est passé de la main gauche à la main droite et tout ça. Tout ça, avec le temps, quand on voit les grands joueurs de cette ligue, avec le temps, les Oladipo en sont le parfait exemple. Les saisons doivent passer. Saison, vous devez apporter quelque chose à votre jeu que l'adversaire va mettre du temps à étudier avant d'éliminer cette option-là de votre jeu. Les adversaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les vidéos. Dans tout votre jeu, on doit éliminer chacune des options que vous avez. Et certains plus durs sont les options que vous proposez aux adversaires. Plus ils élimineront.
Cette année, quand on voit le début de saison de Jalen Brown, on voit déjà que c'est pas le même joueur que la saison dernière. Il a profité de l'été pour ajouter au panoplie plein de choses à son jeu. Maintenant, Pascal Siakam, là où son jeu doit être complet, c'est dans sa prise de décision. C'est pas il vient, l'arbitre peut ne jamais siffler la faute sur toi. C'est pas tu viens avec la frustration. D'ailleurs, sur les 2 premiers matchs, il ne fait d'ailleurs pas un mauvais 2 premiers matchs. Il a eu des matchs à 20 points. Son problème est maintenant que quand vous ne scorez pas, vous devez varier votre jeu. Actuellement, là, j'étais en train de regarder le match de Boston Celtics. Jason Tatum, il n'est pas que dans le scoring, il a fait presque 10 passes. Ça veut dire que vous devez tourner défensivement parlant. C'est pas un problème Siakam qu'il y a aux Raptors. Les Raptors ont un problème défensif et de rapidité du jeu. Ça veut dire que il va leur falloir du temps pour que la chimie revienne et que les choses s'associent. Et il n'y a pas que Siakam, l'équilibre se maintient aussi parce qu'il y a Norman Powell. Or, Norman Powell, lui aussi connaît un mauvais début de saison et il est inexistant. Quand vous êtes inexistant dans le début de saison, il y a une conjonction de tout. Siakam tout seul, non. C'est trop facile de taper sur Siakam. Siakam est aussi victime de quelque chose qu'on appelle, aussi, vous êtes bon une saison, et puis la saison d'après, vous êtes un petit peu moins bon. C'est les commentaires qui pilulent sur les réseaux sociaux. Il a besoin de se recentrer sur lui-même. Trouver la bonne attitude, son body language. Si vous savez faire quelque chose, ça ne disparaît pas. Maintenant, personnellement, si ce n'est que le scoring, les gens qui ont le plus scoré, si on ne parle que de scoring, quand on prend les gens comme les Jabbar qui ont le plus scoré, ou un Européen, on va prendre simplement un Européen qui s'appelle Dirk Nowitzki, c'est les gens qui avaient les automatismes. Par exemple, tu prends sur Jabbar, le bras roulé, et tente de stopper quelqu'un qui a un bras roulé. Ça pose énormément de problèmes. Et puis, il faut, en fait, les meilleurs joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Simplement, ils se mettent dans les positions où ils peuvent prendre confortablement leur tir. Les meilleurs joueurs sont les joueurs qui se mettent en position toujours de prendre un tir où ça va tomber dedans systématiquement. Le jeu, il consiste en partie à ça. Le jeu, il consiste à vous trouver dans une bonne position pour que votre tir tombe dedans. Maintenant, les meilleurs joueurs savent où ils peuvent se trouver en bonne position parce qu'ils ont une chance, une lecture du jeu. Et quand vous commencez le basket très tardivement, il n'est pas le premier à commencer le basket très tardivement. Ça, c'est quelque chose que les Olajuwon ont été apprendre des autres, par exemple, chez les Moïse Malone. Moïse Malone, c'est un joueur qui était tellement sous-estimé, il a été 2 fois MVP. Ça, c'est des joueurs que quand vous les voyez sur un terrain, ils vont faire sur vous tout ce qu'ils veulent, absolument. Parce que ils ont quelque chose, l'utilisation de leur corps et l'utilisation de leur science du jeu. Là où lui, il faut qu'il soit un peu plus juste, c'est quand je suis face à un défenseur, je recule, je prends le tir, je trouve quelqu'un, je force, et moi, ce que je voudrais juste dire, ne faites pas refleurir tous les comparaisons avec Embiid. Lui et Embiid n'ont pas le même jeu. Attention, Embiid, il vous domine parce qu'il vous enfonce. Donc, qu'est-ce que tu vas, allons sur les solutions.
Allons sur les solutions pour passer après justement aux Sixers. On va parler de Joel Embiid et les Sixers. Quelle solution tu as alors à proposer à Pascal? Si tu étais en face de lui, tu lui dirais quoi? Déjà son body language. Son body language et puis son trop grand nombre de fautes en peu de temps. Les fautes que le bench réduit son temps de jeu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il vaut mieux donner 2 points à quelqu'un et même à la base systématiquement. Tu mets une main qui va te faire perdre 4-5 minutes de jeu, ce n'est pas bon du tout. Parce que quand tu es sur le banc et que tu 4-5 minutes où tu ne joues pas, voire même plus, tu perds le rythme. Le rythme d'un match se perd d'autant plus vite actuellement qu'en plus ils sont dans des salles vides, il n'y a pas de public, il n'y a rien du tout. Quand tu es dans l'euphorie, l'ambiance, le public peut quelque part te pousser. Mais là maintenant, réduire son nombre de fautes, améliorer sa lecture de jeu. Quand tu viens comme ça, par exemple, lui, sur le périmètre à 2 points, faut pas systématiquement qu'ils viennent s'emballer dans la défense. Des fois, c'est mieux peut-être de ressortir un ballon et tout ça. Et puis... Meilleure lecture du jeu, ouais. Il peut provoquer la faute, hein, lui-même. En tout cas, on espère. Il a quand même donné quelques fautes. Là, ce qui est là, par exemple, vous prenez ce match-là qu'on est en train de regarder. C'est un match comme le précédent match, un back-to-back entre les deux mêmes équipes, Détroit et Boston. Le match est serré. Quand le match est serré depuis le début jusqu'à maintenant, c'est là où on voit les meilleurs joueurs parce que c'est votre capacité à prendre les bonnes décisions. Jalen Brown, il est au début du match comme il est à la fin du match. Voilà. On va enchaîner avec la suite du podcast. Vas-y, conclue et après on va enchaîner, Missy. Il y a juste une chose aussi, c'est sa concentration qui doit s'améliorer pendant un match. Parfois, quand on entend les commentaires, même sur les télés en français, Pascal n'y est pas, Pascal est pas perdu. Pascal, c'est un très bon joueur. Et le très bon joueur, par moment, il s'ignore. Maintenant, il va falloir qu'il revienne aux fondamentaux et à ce qu'il sait faire bien et comment éviter les pièges parce que les défenses par calculer. On voit à la vidéo que lui passe toujours par là, ça il aime bien faire. Michael Jordan, il est venu gommer ça de son jeu. Ce que tu vois à la vidéo, c'est pas forcément. Voilà. On va enchaîner avec la deuxième partie. Missy. Voilà, on l'a tous dit. En tout cas, on croise, tous nos vœux sont derrière le Camerounais et les Raptors pour que les choses s'améliorent avec le temps. On rappelle que le prochain match, c'est contre les Celtics, non, il me semble, hein, des Raptors. Hein. Le prochain match des Raptors, il me semble que c'est contre les Celtics de Boston. Vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que j'ai vu ça quelque part sur mon tableau de bord là. Voilà. On attend pour voir la suite. Voilà. On va enchaîner. On va parler des Sixers cette fois dans Total Africa NBA. On va parler des Sixers de Philadelphie, les Sixers qui eux vivent plus, enfin le Joel Embiid et les Sixers qui sont plutôt dans une situation plus confortable, les Sixers qui sont premiers de la conférence Est avec 5 victoires et 1 défaite. Une équipe des Sixers véritablement équilibrée à tout point de vue, en tout cas pour ce début de saison, hein, avec un Joel Embiid qui est le meilleur scoreur hein, de cette équipe des Sixers de Philadelphie avec 25 points par match. Le meilleur passeur de cette équipe, c'est Ben Simmons avec 7 passes par match. Le joueur le plus adroit, c'est Seth Curry avec 56% au tir. En défense, les amis, le meilleur rebondeur, c'est Joel Embiid avec 12 rebonds. Et le meilleur intercepteur et contreur de cette équipe, c'est la même personne. Je vais vous laisser deviner qui c'est. On va commencer par Missy. Missy, pour toi, le meilleur intercepteur et meilleur contreur, c'est un même joueur. Dis-moi qui c'est. Devine. C'est pas Embiid? Non. Vas-y, devine. C'est Ben Simmons? Non, c'est pas Ben Simmons. On fait la passe au doc. Le doc, le meilleur contreur et intercepteur
des Sixers, c'est un même joueur. Dis-nous, devine qui ça peut être. Le meilleur contreur. Le meilleur Oui. Oui, mais c'est Joel Embiid. Non, ce n'est pas Joel Embiid. Ce n'est pas Joel Embiid. Vous allez être surpris. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il y a vraiment du changement du côté des Sixers. Il s'agit de Tobias Harris. C'est Tobias Harris, les amis. Tobias Harris, meilleur intercepteur, 1,5 interception et 1,5 contre par match. Ça montre clairement le changement de philosophie de Doc Rivers dans cette équipe des Sixers avec un Tobias Harris plus avenant. En tout cas, sur l'aspect défensif de son jeu, ça fait plaisir à voir. Les Sixers de Philadelphie, le Doc ONP. Le Doc, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu as envie on commence par le Doc et après Missy. Le Doc, comment est-ce que tu commentes le début de saison de Joel Embiid et les Sixers? J'ai véritablement l'impression que la Butler mélancolie a cette fois totalement disparu. Vous savez qu'on l'a senti, hein, la Butler mélancolie. Vous voyez de quoi je veux parler, vu que Joel Embiid, pendant 2 saisons, il n'a pas arrêté de parler de l'absence de Jimmy Butler. Cette saison, on n'a pas entendu Jimmy Butler dans sa bouche. Je crois que tout va pour le mieux. Il se sent un peu plus rassuré avec son supporting cast. Le Doc. Oui. Actuellement, Tobias fait son rôle de lieutenant. Embiid a l'aide qu'il aimerait avoir parce que il a récupéré un erreur. Déjà Reddick, c'était une erreur, on le savait. Le petit Seth Curry fait un boulot monstre. C'est vraiment un boulot monstre. Et parce qu'il apporte des points, il apporte un danger. C'est difficile de doubler parce que à l'extérieur, il apporte un vrai danger. Belle victoire des Celtics. Tobias Harris, on y reviendra. Fait ce qu'on attend de lui. Tobias Harris fait ce qu'on attend de lui. J'espère que ça va durer parce qu'en début de saison, on était un peu inquiet. Parce que Joel Embiid a dû dans beaucoup de matchs, mais on le voit, les matchs ne sont pas faciles. On va revenir sur le match qui vient de finir. Les matchs ne sont pas faciles pour aucun favori. Joel Embiid a dû s'y mettre à plusieurs reprises, à dépasser les 27 points, à prendre plus de 12 rebonds, à porter cette équipe dans les premiers matchs. Mais on voit bien que ce n'est plus le Joel Embiid tout seul et derrière le deuxième marqueur de l'équipe est à 10 points, 8 points et tout. Même dans la souffrance, on a vu qu'il a souffert avec Tobias Harris. Et que Seth Curry était toujours dans les 15, 16, 17 points. Toujours dans ces eaux-là. Et on voit bien qu'il peut se reposer dans le sens où, quand Dwight Howard rentre sur le terrain, il y a une certaine continuité de travail intérieur lourd. Dwight Howard n'apporte pas beaucoup de points, mais sa présence continue à poser des problèmes aux adversaires. C'est-à-dire que quand Joel Embiid sort et qu'on voit Dwight Howard, il y a quand même, c'est un nom à NBA, c'est quelqu'un qui vient d'être champion, qui apporte une présence défensive, une présence dissuasive, adverse, des rebonds importants. Donc pour l'instant, pour les Sixers, on va dire que ça marche bien. Moi, ils m'ont convaincu, surtout face à Orlando, un truc comme ça, qui était sur une série de victoires, et que, bon, je me dis, ça va pas être facile, mais pour l'instant, ça va. J'ai juste peur d'un truc. Moi, j'ai juste peur d'un truc. Pour eux, c'est que ça ne dure pas. Mais pour l'instant, on a peur de ça pour tout le monde. On a peur de ça pour toutes les équipes. Vous voyez, Boston qui est parti perdre à Détroit l'autre jour, mais aujourd'hui s'en sort sur un but, sur un panier décisif dans les dernières secondes, et encore parce que Blake Griffin a voulu prendre les choses en main. Pourtant, moi, je voyais Jérémy Grant plus en forme. Mais tout le monde souffre un petit peu. Les Lakers s'en sortent. C'est difficile. Les Clippers, je n'en parle même pas. Eux, ils voyagent très très mal. On ne sait pas trop où ils s'en sortent. À l'Est, ce n'est clair pour personne. Boston, on sait qu'il y a du talent, mais il y a de la souffrance. Donc je peux me dire que les Sixers, eux, à l'instar des autres équipes, c'est de la souffrance, mais ils gagnent. Ils ont perdu, je pense, qu'un seul match. Alors que les autres souffrent, mais ne gagnent pas forcément. Donc j'ai bon espoir pour les Sixers, surtout avec, comme on disait, les Raptors, qui eux sont moins en forme. Je pense que les Raptors, eux, de leur côté, les Sixers peuvent prendre cette place dans le top 4. Parce que moi, j'ai dit, les Sixers, si
s'ils ne sont pas dans le top 4, il y a un risque de sortir encore au premier tour et de faire exploser l'équipe. Donc pour moi, pour leur bien, ils peuvent être dans ce top 4 et je crois qu'ils y seront s'ils continuent à jouer, à produire le jeu qu'ils produisent actuellement. On va faire réagir Missy sur les Sixers. Je fais juste une minute, le temps de moins d'une minute. On lance une petite pub et après on enchaîne avec Missy. Where else can Bucks take flight? Ridiculous! Where else can a Maverick run the Wild West? Three-pointer. Bang! It's good! Where else is gravity an option? Oh my goodness! And you'll fit be as fire as your game. Where else can a king wear 4 crowns? And a whole league that looks to take the throne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec le talk show Total Africa NBA. Cette spéciale Siakam, et on fait le point cette fois sur Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie qui s'en sortent plutôt bien, en tout cas en début de saison, en première de cette conférence Est. C'était donc au tour de Missy de s'exprimer sur cette équipe, cette belle équipe des Sixers qui semble très très équilibrée et qui fait plaisir. Missy, comment tu réagis sur ces Sixers de début de saison? Ils ont déjà le coach, Doc Rivers, la manière dont il est parti des Clippers, tout le monde se disait, il avait sans doute besoin d'un autre challenge et aller voir un peu ailleurs avec ses méthodes, c'est un bon coach. Ce qui a changé aussi, c'est que tout le monde tire dans le même sens. Oui, il y a une meilleure cohésion d'équipe. Tout à l'heure, quand tu nous as posé cette question, quel est le meilleur intercepteur et le meilleur contreur, jamais il ne vient à l'idée de quelqu'un de dire Tobias Harris. C'est parce que Doc Rivers est revenu aussi sur beaucoup de choses qu'il a revues. Lui, il n'est pas dans l'optique d'obliger Ben Simmons à avoir les tirs à 3 points. Et il est dans l'optique, en fait, pourquoi elle est très bonne dans ce début de saison, cette équipe de Sixers, c'est que chacun fait son travail et ne fait que ce qu'il sait faire. Il faut pas vous promettre la lune ou le ciel. Faites votre travail. Les Sixers se sont noyés sur cette dernière saison parce que quand il y avait toujours, on se souvient de tous ces matchs-là qu'ils ont perdus à la dernière minute. Parce que quand vient le money time, c'est maintenant, là où ils ont été bons ce début de saison, c'est leur capacité à prendre les bonnes décisions sur un terrain. C'est donc votre science du jeu. Bon, actuellement, les équipes là qui sont le mieux classées, les bonnes surprises qu'on voit en début de saison, c'est les équipes qui défendent le mieux. Parce que vous ne pouvez attaquer que très bien quand vous défendez très bien. Là, on a vu, j'ai vu la fin du match là. L'action qui a amené la victoire des Celtics, le même Tatum qui a marqué le tir à 3 points, le tir à 2 points, c'est le même Tatum qui avance, a pris un contre, qui a contré un ballon. Donc vous devez être mobile et savoir à peu près tout faire. Quant à ce qui est de Joel Embiid, on souligne son retour à ses fondamentaux et sa sobriété. Sa sobriété sur un terrain, on le sait capable. Les gens commençaient déjà à bavarder sur lui. Et pourtant, la saison dernière, il ne fait pas une mauvaise saison. Mais ça ne se voit pas. Quand vous faites une bonne saison, ça ne se voit pas parce que l'équipe elle-même ne fait pas une bonne saison. Pour se voir maintenant, Joel Embiid, s'ils ont un Joel Embiid en santé, bien concentré, ils peuvent nourrir quelques ambitions, d'autant plus que en ce début de saison à l'Est, on voit vraiment que les Bucks ne sont pas là.
Et Giannis n'a pas encore son rythme de croisière comme il fait d'habitude et tout. Il y a des places à prendre à l'Est. Le visage de l'Est va se redessiner. D'autant plus que cette fameuse paire Kyrie Irving, Kevin Durant, elle est belle sur le papier. C'est même le duo actuel de la NBA le plus scoreur. Mais le problème pour eux, c'est y a-t-il une équipe au Brooklyn Nets? Les Nets se défendent très mal. Donc, l'Est va se jouer sur le fait que vous serez offensivement bon et défensivement, vous allez parvenir à limiter les gens. C'est ce que font très bien les Sixers actuellement. Il ne faut pas que ce soit que vous jouez à l'extérieur ou sur votre parquet. Il faut limiter l'adversaire, intimider l'adversaire, c'est lui dire bon ben toi, tu viens pas et tu prends les tirs dans un fauteuil. Il faut aller faire du travail pour prendre les tirs. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ça qui vient là actuellement avec Embiid. Embiid va retrouver le goût de l'effort. Comme on l'a dit, Tobias Harris est beaucoup plus agressif. Parce que quand Embiid va marquer un tir à 2 points, c'est peut-être pas lui qui va prendre encore le rebond. C'est peut-être pas lui qui va faire l'interception. Il vous faut que dans chacune des équipes, vous avez toujours quelqu'un qui va faire ci, l'autre va faire ça. Et il faut... En tout cas, on espère que ça va continuer comme ça. Comme tu l'as dit, Missy, on espère que ça va continuer comme ça. On reviendra. Ouais. On reviendra sur les prochaines éditions, on reviendra sur les performances de tous les autres joueurs d'origine africaine. Il y en a de plus en plus d'ailleurs en NBA la semaine prochaine. Là, on va faire le point, on n'a plus beaucoup de temps. On va faire le point sur les points chauds de l'actualité au niveau des équipes que l'on suit du côté de la NBA. Le Doc NP, est-ce que tu as envie de parler, est-ce que tu as envie d'aborder un sujet en particulier de cette actualité? Je vois les Suns par exemple qui se débrouillent très très bien en tout cas pour ce début de saison. Les Suns qui sont à 5 victoires pour une défaite, première de cette conférence Ouest. Chris Paul, partout où il passe, et ben lorsque Chris Paul vient chez vous, vous êtes une équipe playoffable. Le Doc NP. Le Doc. Oui, effectivement, hein, les Suns, mais bon, on s'en doutait un petit peu. On s'en doutait un petit peu avec le passage dans la... Il y avait déjà des prémices depuis cette équipe, il y avait des prémices depuis un bon petit moment chez les Suns qu'on attend depuis un petit moment, si vous vous rappelez. Il leur manquait un truc, quoi, et ils ont ce leader qui est passé à OKC l'année dernière et qui a fait du bon boulot. Donc sûrement maintenant, ils se disent l'avoir. Ce leader qui leur permet d'espérer. Ils étaient trop jeunes. Ils ont des joueurs qui sont très jeunes, c'est difficile à encadrer. Donc cette fois-là, ils ont ce leader qui est censé amener quelque chose, hein. Amener quelque chose. On peut penser que ça va durer parce que il n'est pas à son premier essai. Il n'est pas à son premier essai. Donc je suis très content de voir cette équipe faire. La construction a été très bonne, hein. Comme j'avais parlé de construction, ils avaient déjà l'arrière depuis. Ils jouaient souvent meneur pour compenser, mais qui n'était pas toujours à l'aise. L'intérieur avec Dayton. Autour, on sait que les Kelly Oubre, malheureusement, on a vu leur friabilité et leurs problèmes de santé. J'ai toujours regretté le départ de TJ Warren, qui pour moi, avec Devin Booker, était l'avenir de cette équipe, mais les blessures de Warren les ont fait douter. Ils l'ont envoyé, on voit qu'il performe pas mal, mais ils ont quand même su garder le plus important, hein, c'est-à-dire leurs joueurs clés, plus avec ce fameux premier tour ce premier pick de draft de Ayton qui leur a fait du bien. Et le travail autour, c'était pas mal. Et là, maintenant, je pense qu'ils ont compris que la jeunesse ne suffit pas. Il fallait de l'expérience autour. Il fallait vraiment de l'expérience parce que quand tu vois ce que Crowder apporte aussi là-bas, Crowder
quand même tourné en NBA, qui a une grosse expérience, qui sort d'une finale NBA. Donc, on peut penser que les Suns vont cogner aux portes de ces playoffs. Donc, gare à ceux qui, les 8 premiers de la saison dernière, gare à un d'eux qui va devoir laisser sa place. Ouais, c'est clair. Vas-y, Missy. Ce que tu dis là, on peut d'ailleurs faire le même parallèle comme ça avec les Atlanta Hawks qu'on voit cette année, hein. Avec Rajon Rondo qui a été rajouté. C'est un peu... 5e de la conférence Est avec 4 victoires et 2 défaites. Juste, ils ont même. D'ailleurs, il y a 4 équipes avec le même. Les Pacers, les Cavs, les Magic et les Hawks, ils sont tous à 4 victoires pour 2 défaites. Donc, pour l'instant, vas-y, Missy. Oui, moi, je voulais t'entendre surtout sur les Celtics de Boston. Comment tu les sens pour 4 victoires, 3 défaites pour l'instant, ils sont encore en train de se chercher. Vraiment un très bon Jalen Brown. Jalen Brown beaucoup plus concentré et beaucoup plus dedans dans le début des matchs et tout. C'est comme je disais, maintenant, il y a que très peu de défense qui peuvent vraiment l'arrêter et tout. Il s'est amélioré dans tous les bons compartiments du jeu et il est en train de faire regretter presque tous ceux qui ne l'avaient pas choisi, parce que bon, son côté intello a freiné énormément d'équipes. Et il est là, en leader de la NBA, en leader aussi dans la société civile, avec tout ce qu'il fait, en dehors et sur et en dehors du terrain. Il est dans toutes les bonnes actions actuellement. Et lui et Tatum, c'est un duo qui est extrêmement bien, parce que ils sont complémentaires, parce qu'ils ne font pas les mêmes choses sur un terrain. Et là, tout à l'heure, on a vu Tatum, il a scoré, mais il a surtout fait des passes, pris un contre. Ils se complètent bien, ils deviennent complets. Cette équipe de Celtics a quelque chose à jouer. Une fois l'interrogation, il va quand même falloir qu'on voit Kemba Walker. C'est la question qui est lancinante sur cette équipe de Boston. Vont-ils avoir un meneur cette saison? Ou va-t-il faire une saison blanche? C'est vrai que la communication de Boston sur ce dossier-là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a. Boston le sait mieux que nous et Boston ne veut pas non plus. C'est comme on le dit toujours, nous on veut savoir, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un dossier médical. Ouais, c'est clair. C'est un dossier effectivement médical et le secret prévaut. Vas-y, après on va faire la passe au Doc. Juste une chose en ce début de saison, je voulais saluer tous les rookies, l'ensemble de tous les rookies, parce que c'est le pire démarrage de l'histoire pour eux. Ils démarrent des mois sans jouer, il n'y a pas eu de Summer League, on sait comment elle a été raccourcie la pré-saison, donc ils ont presque rien dans les jambes, et on leur demande d'être opérationnels tous les soirs. Qu'il y a match, on a vu un bon Théo Maledon hier dans la victoire du Thunder, et puis cette très jeune équipe du Thunder qui essaie de faire des choses. Donc souvent on est en train de se jeter sur les rookies, mais vous ne pouvez pas commencer à jouer sans la préparation foncière. Il la faut ça. Il leur faut, et ça il leur faut. C'est compliqué. Pour eux, voilà. Ouais. Et donc NP, est-ce que tu as envie d'aborder un dernier point avant qu'on clôture ce talk show, le Doc? Non, pas forcément. Hein. Pas forcément. Comme je dis, maintenant on croise les doigts pour Pascal, que ça aille mieux, côté de l'autre ça aille mieux, donc mais ceci dit, hein, je dis à tous les nœuds et à tous les rageurs, ne fais pas les comparaisons avec Joel Embiid, et puis ça va pas lui enlever qu'il a eu un titre NBA, qu'il était
avec Kawhi, l'un des duos les plus prolifiques. Sans Pascal, le titre se gagne pas. Ça lui enlèvera certainement rien. Rien du tout. Et on est sûr que ça va aller mieux. Il y a beaucoup de discussions dans les forums le concernant. Ce que vous avez fait, personne ne peut le défaire. Donc il doit maintenant continuer à grandir et à progresser. Et à s'améliorer. Ça va aller pour Pascal Siakam et les Raptors. On va garder cette note positive pour le Camerounais et les Raptors de Toronto qui vont certainement relever la tête. Comme tu l'as dit, le doc l'a dit, il a dit quelque chose de très très intéressant. C'est un épisode qu'il ne faut pas manquer, hein. C'est un épisode qu'il faut voir, c'est-à-dire cette période de difficulté dans laquelle on va voir comment Pascal Siakam retourne, bien entendu, cette difficulté. Et mieux vaut l'avoir en début de saison, maintenant, plutôt que de l'avoir à un moment plus opportun, plus important, que ce soit en milieu ou alors en fin de saison, ou alors en playoff, tout simplement. Mieux vaut l'avoir maintenant plutôt qu'après. Voilà. On arrive à la fin de ce talk show. Total Africa et NBA est à présent terminé. On va laisser Missy un dernier mot avant qu'on clôture l'émission. Juste un dernier mot. Un gros RIP à Paul Westphal. C'était l'ancien joueur, c'est un ancien. Il a joué notamment au Celtics avec qui il a été champion, je crois, en 74. Et c'était le légendaire coach des Suns avec Charles Barkley. L'un des meilleurs joueurs de la NBA que cette ligue n'ait jamais eu. Bref, il est très bien passé de bons joueurs à près de 15,8 par match, à très bon coach. Il y a très peu de gens qui peuvent réussir le basculement sur les deux, paix à son âme. Et je voudrais également présenter mes condoléances à un ami à moi, Davis Johnson. Le père est décédé récemment, c'est monsieur André Johnson qui a été ministre de l'environnement au Togo et tout ça. Il était actuel député, et vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, paix à son âme à monsieur André Johnson, voilà. Voilà, merci Missy pour cette pensée. Merci le doc NP d'avoir été présent avec nous dans Total Africa. On se dit à la prochaine pour The Big NBA Show. Ok, merci à tout le monde. Merci Missy, merci le doc, c'était un vrai plaisir d'avoir été avec vous pour ce talk show. Total Africa NBA donc à présent terminé. On aura l'occasion de revenir sur d'autres profils bien entendu de joueurs NBA d'origine africaine lors des prochaines éditions. On voulait véritablement faire un point sur ce joueur hein, qui est quand même l'un des joueurs les plus importants de cette ligue d'origine africaine, Pascal Siakam, le Camerounais et les Raptors de Toronto. On a aussi parlé de Joel Embiid aussi du côté des Sixers de Philadelphie. On fera le point avec les autres joueurs. Bien entendu, on a une pensée pour Gorgui Dieng aux Grizzlies de Memphis. On reviendra sur lui. On a une pensée aussi pour d'autres joueurs, en tout cas pour plein de joueurs d'origine africaine. Il y en a beaucoup maintenant, beaucoup, plein de joueurs d'origine africaine, nigériane notamment, sur qui on reviendra lors des prochaines éditions. Prochain talk show de Big NBA Show, ce sera donc dans la semaine. On vous tient au courant, restez connectés sur les ondes de Radio Hall of Fame Basket et sur nos podcasts, bien entendu disponibles sur notre site officiel, disponible sur toutes les applications mobiles de la galaxie et aussi surtout disponible sur WhatsApp pour les fans du continent africain. Merci à tous. Ciao, c'était Oncle Phil Basket. Bye bye. Where else can Bucks take flight? Ridiculous! Where else can a Maverick run the Wild West? Three-pointer. Bang! It's good! Where else is gravity an option? Oh my goodness! And you'll fit be as fire as your game. Where else can a king wear 4 crowns? And a whole league that looks to take the throne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.